All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Dimanche, CIG a répondu à Crytek concernant les accusations de violation de copyright. Leonard French, l'avocat qui avait déjà analysé la première version de la plainte de Crytek, est revenu sur cette réponse. Alors, grosso modo, pour sa défense, CIG cite des parties du Game License Agreement, abrégé GLA, signé avec Crytek, document qui n'a pas été fourni par Crytek lors de la plainte initiale. Et selon CIG, si ce document n'a pas été fourni par Crytek, c'est parce qu'il aurait contredit toutes leurs allégations. Alors déjà, la plainte de Crytek portait contre Cloud Imperium Games et Robert Space Industries, sauf que l'accord a été passé avec seulement Cloud Imperium Games, et pas leur filiale Robert Space Industries. Si on en croit Leonard French, quand on a la GLA et qu'on la lit, et bah la clause parlant d'exclusivité, ça veut pas dire que CIG doit utiliser exclusivement le CryEngine, non, ça veut dire que Crytek accorde à CIG et à CIG seulement le droit d'utiliser le CryEngine dans Star Citizen, et que CIG ne pourra pas à son tour donner ce droit à une tierce partie. C'est une clause visant à protéger les droits des deux parties, pas à les restreindre. La cour d'appel pour le 9e circuit, une instance juridique aux États-Unis, reconnaît que le sens du mot exclusive dans le cadre des lois sur le copyright signifie que le propriétaire du copyright permet au licencié d'utiliser l'objet de ce copyright et lui promet de ne pas accorder ce droit à une tierce partie plus tard. Selon Leonard French, c'est juste une clause classique visant à bien délimiter les droits de chacun pour s'assurer que le développeur du jeu ne revendiquera pas de droit sur le moteur et que le développeur du moteur ne revendiquera pas de droit sur le jeu. Concernant la suppression des logos de Crytek et du CryEngine, CIG dit ne plus utiliser le CryEngine, donc c'est plus nécessaire. Ensuite, pour ce qui est de l'accusation comme quoi CIG n'avait pas le droit de développer deux jeux séparément, l'accord parle bien de The Game au singulier. Sauf que The Game est le terme utilisé dans l'accord passé avec Crytek pour désigner à la fois Star Citizen et Squadron 42, et de toute façon ça s'applique plus puisque CIG n'utilise plus le CryEngine. Crytek accuse ensuite le cofondateur de CIG, Ortwin Freyermuth, d'avoir été en conflit d'intérêts au moment de la négociation du contrat, car il était précédemment employé par Crytek. Mais CIG s'est défendu en disant que non, car il avait reçu une lettre de décharge de responsabilité. Enfin, CIG ne s'est pas défendu sur trois choses: les corrections de bugs qu'il devait fournir à Crytek, le code montré pendant les émissions Bug Smashers et le code fourni à Faceware. Pour finir, une clause du contrat dit que Crytek et CIG s'engagent à ne pas demander de dommages et intérêts dans le cas d'une violation de contrat, à moins que cette violation soit intentionnelle, ce qui paraît un peu bizarre dans un contrat avec des sommes pareilles. Pour Leonard French, cette réponse est relativement convaincante. Il voit pas comment la balance pourrait pencher favorablement vers Crytek, à moins qu'ils n'aient pas abattu toutes leurs cartes durant la plainte initiale et qu'ils aient encore des arguments en réserve. Dans la vidéo d'un autre youtubeur lui aussi avocat, Lior Laser, dont la chaîne s'appelle YouTuber Law, c'est le même son de cloche. Selon lui, la plainte de Crytek n'a aucun sens, aucun mérite, et ils le savent. Ils ont construit leur plainte sur des mots récupérés par-ci par-là dans l'accord signé avec CIG, sans fournir l'accord en question pour donner l'impression qu'ils étaient dans leurs droits, et parce qu'ils savaient très bien qu'en le fournissant, ça aurait contredit toutes leurs allégations. Conclusion, pour l'instant, la balle est dans le camp de Crytek et ils ont 2 semaines pour répondre, donc affaire à suivre. Petit bonus pour la fin, durant le live de Leonard French et depuis le début de toute cette histoire, notre haters préféré rage comme jamais. Et il y a un truc que personne n'a relevé mais qui a vraiment dû aggraver son cas. Star Citizen et Squadron 42 sont définis dans la plainte de Crytek avec le terme The Game. Et à votre avis, dans les années 90, comment est-ce que notre haters favori appelait son projet de jeu révolutionnaire, qui s'est révélé être nul, qui n'est jamais sorti de l'ombre des Wing Commander de Chris Roberts, ce qui a fait de lui le plus gros rageau d'internet et qui lui a forgé la réputation qu'on lui connaît ? Mardi, le lore post est revenu sur le système Kellogg, et oui, le nom est merdique. Ce système a été découvert en 2811 par Patek Cohen, probablement un descendant du journaliste du même nom. Kellogg 1, comme pratiquement toutes les premières planètes des systèmes, est trop proche de son astre et est recouverte de lave, ce qui la rend invivable. Les premières analyses de Kellogg 2 ont révélé des gigantesques mers chaudes et des jungles profondes, et une faune plus diversifiée que n'importe laquelle des autres planètes de l'UE. Elle fut donc immédiatement mise sous protection. Mais au XXe siècle, un contrebandier a atterri sur la planète et en a ramené plusieurs flopettes, une espèce locale qu'il croyait comestible. Le gouvernement a bien tenté de stopper le trafic, mais les gens qui en avaient adopté ont eu peur que ça leur cause des ennuis et les ont libérés dans la nature. Au final, ces bestioles sont parfaitement adaptées à la vie sur d'autres planètes, donc le gouvernement a laissé tomber. Plus récemment, une autre espèce, les Orms, qui ont une morphologie similaire à la nôtre, ont été remarqués pour avoir commencé à développer des interactions sociales et utiliser des outils primitifs. Kellogg 3 est une planète inhabitable à cause de son atmosphère toxique. Des rumeurs disent qu'elle pourrait servir de base pour les criminels qui organisent les évasions de la prison de Kellogg 6.
En effet, 5 ans après la découverte du système, 2 points de saut vers l'espace Vandoul ont été découverts. Au départ, augmenter la présence de l'armée et de détecteurs fut envisagé, mais la sénatrice du système Idris proposa autre chose, installer une prison sur Keloxis. La force de sécurité dans le système aurait donc pour mission d'empêcher le braconnage sur Kelog 2, surveiller l'activité Vandoul et garder les prisonniers incarcérés dans un système planétaire isolé. Cette solution fut adoptée et la prison Quarterdeck fut ouverte sur Keloxis afin d'accueillir des centaines de milliers de criminels. Ah ouais quand même. Ce qui fait qu'on peut du coup parler des serial killers de Kellogg's. Le complexe comporte une raffinerie d'antimatière, ce qui fait que ça coûte très peu d'argent d'en acheter dans ce système. Les criminels doivent travailler dans ce complexe pour purger leur peine, et bien que ça cause régulièrement la mort de prisonniers, l'administration de la prison n'est jamais à court de main-d'œuvre, notamment grâce au fait qu'il est possible pour les criminels d'avoir des réductions de peine en étant volontaires pour travailler sur Quarterdeck. Une station spatiale sur l'orbite de la planète sert justement de point de livraison pour les chasseurs de primes ayant des criminels à livrer. C'est totalement de la spéculation, mais pour la présentation du Unveil Hawk, on a justement entendu parler de ce qui allait se passer lors de notre capture par un chasseur de primes. On nous avait expliqué que le cas échéant, il devrait nous livrer à un bureau de l'advocacy et que nous pourrions choisir de purger notre peine en effectuant un travail manuel. Ça colle totalement avec le fonctionnement de cette prison où on peut être livré directement et qui propose des peines de prison réduites contre l'accomplissement d'une tâche. Récemment, certains sénateurs ont proposé que cette installation soit déplacée car il était trop risqué d'avoir cette raffinerie vitale aussi près des systèmes Vandoul. C'est toujours de la spéculation, mais j'imagine que ce détail n'est pas anodin. Je verrai très bien dans l'un des 3 épisodes de Squadron 42 où durant un événement de Star Citizen, les Vandoul attaquaient cette prison, causant une grave crise énergétique dans l'UE et une explosion de la criminalité avec des milliers de prisonniers en fuite. Le reste du système n'est pas particulièrement intéressant. Kellogg 4 est une super terre pleine de ressources, mais sa proximité avec une planète protégée et une prison font que l'UE a préféré interdire aux entreprises de l'exploiter. Enfin, Kellogg 5 est une des rares naines gazeuses qu'on peut trouver dans l'espace de l'UE. L'émission Around the Verse de jeudi est revenue sur l'activité du studio d'Austin au cours de ces dernières semaines. Alors je vais pas tout couvrir, déjà parce que l'émission fait quand même 56 minutes, mais surtout parce que c'est beaucoup de blabla sur les difficultés qu'ont rencontré les développeurs pour corriger la 3.0 pendant les vacances, alors que beaucoup d'entre eux étaient en congé. En fait, le seul qui nous a vraiment appris des choses sur la suite, c'est monsieur Tony Zurovec. Il a expliqué que malgré le nouveau planning de sortie des mises à jour déterminé par des dates fixes et un contenu non défini, il n'est pas exclu que certaines choses qu'ils aimeraient voir être faites pour une mise à jour soient reportées à la suivante. Et c'est pas impossible que ça fasse boule de neige si certaines fonctionnalités sont dépendantes d'autres pour fonctionner. Pendant les vacances de Noël, les joueurs ont pu constater des changements dans le jeu sans avoir reçu de mise à jour, alors que les développeurs étaient en congé. Tony Zurovec est revenu là-dessus et c'est important pour la suite. Quand on parle de jeux en ligne, on parle souvent de côté serveur par opposition au côté client, mais côté serveur c'est un terme assez fourre-tout. Il a expliqué que côté serveur, il y a une distinction à faire entre les serveurs de jeu, où nous les joueurs on se connecte, et des serveurs encore en arrière-plan, où les serveurs de jeu se connectent pour récupérer tout un tas d'informations dynamiques nécessaires à la simulation d'un univers qui ne dort jamais. Par exemple, en termes d'économie, les serveurs de jeu auxquels on se connecte pour jouer ne savent pas quel produit devrait être disponible dans telle ou telle boutique, parce que toute la notion d'équilibre entre l'offre et la demande sur une zone donnée de l'univers est gérée sur d'autres machines en arrière-plan. En l'occurrence, pendant les vacances, le nombre de vaisseaux ennemis dans certains scénarios de mission était trop élevé, mais comme c'était géré côté serveur, sur des machines en arrière-plan des serveurs de jeu, ils ont pu essayer de corriger certaines choses et voir en direct ce que ça donnait en jeu. Plus précisément, sur ces serveurs en arrière-plan, ils ont dû modifier le fonctionnement de ce qu'ils appellent des volumes de probabilité. Un volume de probabilité, c'est une sorte de conteneur qui va dicter ce qui devrait se passer dans une zone définie de l'espace, en fonction de plein de paramètres. Est-ce qu'il devrait y avoir des pirates? Est-ce qu'il devrait y avoir des transporteurs de marchandises? D'où ils devraient arriver? Vers où ils devraient aller? S'ils ont des marchandises, qu'est-ce qu'ils devraient transporter? Est-ce qu'il devrait y avoir des interceptions quantiques? Est-ce qu'il devrait y avoir des épaves de vaisseaux? Est-ce qu'il devrait y avoir des forces de sécurité en patrouille dans le secteur au vu de tout ça? Plus tard, d'ici la fin de l'année, ces volumes de probabilité auront une influence réciproque avec l'économie du jeu à grande échelle. Les événements aléatoires que vous rencontrerez seront impactés par l'économie et l'impacteront en retour. Par exemple, le prix d'un métal sur le marché pourra faire varier la quantité de convois en transportant que les volumes de probabilité feront apparaître dans un système, mais le prix de ce même métal sera influencé par les résultats des attaques de pirates que les volumes de probabilité auront fait apparaître pour attaquer ces convois, ce qui augmentera au passage les coûts de réparation et la demande en mission d'escorte dans ce système. Ces volumes de probabilité, c'est également ce qui va permettre de donner la sensation que l'univers du jeu est très peuplé, alors qu'en réalité non. Il a été dit dès le début du projet qu'au niveau des personnages rencontrés dans l'univers, la proportion serait de 9 PNJ pour un joueur humain. Donc ce qui est dit régulièrement par les joueurs, c'est que si vous avez 1 million de joueurs, alors vous aurez 9 millions de PNJ. En fait non. Les serveurs de jeu ne géreront pas constamment l'activité et les vaisseaux de 9 millions de PNJ dans l'immensité de l'espace. Ça boufferait toute la puissance de calcul au détriment des joueurs bien réels. Ce qui va se passer, c'est que toutes les données côté serveur seront ajustées comme s'il y avait vraiment des millions de PNJ. Et dans le jeu, les volumes de probabilité simuleront l'existence d'en moyenne 9 PNJ pour un joueur dans les zones où les joueurs se trouveront.
À court terme, ce genre d'architecture avec des machines en arrière-plan pour gérer tout un tas de données dynamiques sur l'univers, ça va leur permettre, comme dit précédemment, de réaliser des rééquilibrages et des tests en direct, sans refaire des builds du jeu avec des grosses phases de test. Mais à long terme, ce genre d'architecture, ça va leur permettre de s'éloigner petit à petit d'une architecture serveur où des machines bossent indépendamment les unes des autres en ayant tout à gérer, sans pouvoir interconnecter des milliers de joueurs, et se rapprocher d'une architecture serveur où ces machines formeront les nœuds d'un gigantesque réseau de machines interconnectées capable de gérer des milliers de joueurs. Vendredi, l'émission Reverse the Verse a permis aux backers de poser quelques questions à Erin Roberts. Peu de choses intéressantes hormis sur la 3.1. Il nous confirme que cette mise à jour sera focalisée sur les performances et sur l'amélioration des différents autres points qui ne vont pas sur la 3.0. Cette mise à jour devrait accueillir tout le travail fait sur le système des dégâts des vaisseaux, une amélioration de l'interface graphique, l'ajout du système de partage de coordonnées spatiales et le retour des sauts quantiques permettant de sauter n'importe où plutôt que vers des points d'intérêt prédéterminés. C'est tout pour cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vais aller m'arracher quelques cheveux sur Cuphead et je vous dis à la semaine prochaine les citoyens.